Je suis chercheuse en sciences du climat à Paris-Saclay. Et puis, j'ai été impliquée dans plusieurs rapports du GIEC comme auteure et depuis 2015 comme coprésidente du groupe de travail qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis chargée de coordonner le travail de centaines de chercheurs du monde entier, de scientifiques, pour fournir le meilleur état des connaissances à ce jour sur l'état du climat, finalement, où on en est, quels sont les changements observés, pourquoi est-ce que ces changements ont lieu, à quoi s'attendre à l'avenir, quels sont les futurs possibles, et puis quelles sont les informations scientifiques qui peuvent être utiles pour la décision, les caractéristiques climatiques permettant de se préparer, d'être résilient finalement, et quelles sont d'un point de vue du fonctionnement du climat les conditions clés pour parvenir à maîtriser le réchauffement climatique. Vaste programme. Vaste programme, 3 ans de travail. Et du coup, vous êtes ici à la COP26. Quel est votre objectif ici à la COP26 pour venir à Glasgow? Alors, pour le GIEC, un des aspects importants, c'est que les rapports soient partagés. Et à chaque fois, en fait, au début d'un rapport, on écoute les demandes d'informations exprimées par les représentants de tous les pays, qui s'expriment aussi dans le cadre de la Convention climat, en fait, la Convention de l'ONU sur le climat. On prend en compte ces attentes, on prend en compte les connaissances scientifiques les plus récentes, et puis on présente des conclusions claires. Et ces conclusions, on nous demande de les partager de manière formelle dans le cadre des négociations pour le climat. Donc il y a un dialogue structuré d'experts sur le suivi des objectifs de long terme. Il y a également un cadre qui porte sur l'observation de la Terre, parce qu'en fait, beaucoup d'avancées des connaissances ou des systèmes d'alerte, par exemple, viennent de la qualité des observations. Et le dernier volet, c'est vraiment une présentation formelle des points clés de ce rapport sur à peu près 3 heures dans le cadre d'un sous-groupe de la Convention climat qui porte sur justement l'interface avec les aspects sciences et technologies. Très bien. Mais du coup, c'est quoi les interactions entre la COP, le GIEC? Est-ce qu'il y a des liens institutionnels ou c'est juste des liens de proximité Alors, dans les COP, les représentants de tous les pays soulignent dans leurs décisions vouloir s'appuyer sur les connaissances scientifiques les plus récentes, les plus robustes, et s'appuient sur les rapports du GIEC. Alors, je vais donner quelques exemples. Par exemple, le GIEC a un groupe qui porte sur les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, qui définit en fait à un moment donné les meilleures pratiques pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est pris en compte par les différents pays. Et ce sont ces inventaires sur lesquels s'appuie la Convention climat pour faire le suivi des émissions des différents pays et par la suite le suivi de leurs engagements. D'accord, très clair. Et vous, en tant que scientifique du GIEC, qu'est-ce que vous attendez de cette COP 26? Alors, il y a plusieurs choses que j'attends. Les COP, d'abord, c'est un moment important pour que les rapports scientifiques soient reconnus et rentrent dans le cadre des décisions. On pourrait s'attendre à ce que ce soit toujours le cas, mais quand on avait par exemple préparé à l'invitation de l'accord de Paris sur le climat un rapport spécial sur 1,5 degré de réchauffement climatique, une des aspirations de l'accord de Paris, donc c'est vraiment une demande explicite de la Convention climat. On a travaillé d'arrache-pied, on a préparé ce rapport, et quand on l'a présenté à la COP24 en Pologne, 4 pays à l'époque ont objecté vraiment à ce que les points clés de ce rapport soient reconnus et fassent partie des décisions de la COP. C'est quelque chose qui a, je pense, blessé en fait, vraiment beaucoup des auteurs, des scientifiques qui ont rédigé ce rapport, qui ont eu l'impression finalement qu'on les ignorait. Enfin, voilà. Et donc du coup, il y a une attente à ce que, comme pour la COP qui a eu lieu à Madrid, organisée par le Chili, à ce moment-là, les éléments des rapports spéciaux du GIEC sur les terres, sur l'océan, les glaces, avaient été explicitement reconnus et considérés comme un point important pour éclairer les choix des différents pays, la révision de leurs objectifs. Donc il y a une attente sur cette COP, la manière dont ce rapport sera attendu. La deuxième chose en fait que j'attends, c'est la place de la science plus généralement. Donc ce que je peux souligner, c'est que là, en fait, le pavillon scientifique, il était dans une partie assez centrale, à côté du pavillon de la présidence britannique. Il y avait aussi un pavillon sur la cryosphère, tout ce qui est enneigé en glacé, dont beaucoup de pays dépendent. Et puis il y avait un pavillon sur l'eau. Et c'était intéressant pour avoir ces éléments-là de connaissances accessibles, avec beaucoup d'événements organisés pour le partage des connaissances, pour les échanges, pour le dialogue. Ce que je souligne également, c'est la montée en puissance de conseils scientifiques
d'autorités en fait un peu scientifiques indépendantes qui sont mises en place dans différents pays et qui permettent en fait d'évaluer de manière factuelle, rigoureuse, précise, l'état de l'action des différents pays par rapport à leurs engagements. Donc c'est le cas en France du Haut Conseil pour le climat, mais c'est le cas du Climate Change Committee au Royaume-Uni ou dans d'autres pays. Et donc là, il y a une déclaration aussi qui a été faite de ces conseillers scientifiques en fait, pour justement renforcer cet aspect-là. Donc c'est pas simplement l'appui à la réflexion sur les manières de tenir l'objectif de long terme de l'accord de Paris sur le climat, c'est aussi, je pense, assez central sur le mécanisme de transparence. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Un pays prend des engagements, on agglomère les engagements et on voit si on est sur une trajectoire compatible avec ce qu'on veut à long terme ou pas. Bon, on n'y est toujours pas en fait. Et après, il y a aussi le suivi de la mise en œuvre qui est un point critique. C'est-à-dire, est-ce que les promesses sont suivies des faits? Et pour moi, en fait, ces éléments scientifiques, donc les rapports du GIEC, les rapports des conseils scientifiques en fait, des différents pays, c'est une façon aussi de donner le pouvoir à la société civile, à chaque citoyen qui se sent engagé, qui se sent responsable, qui souhaite que chaque pays agisse à hauteur de ses capacités, à hauteur de ses engagements, pour suivre ce qui est fait. Et pour que ça rentre aussi dans le débat de la vie démocratique de chaque pays sur l'action qui est menée sur le climat. Et justement, donc il y a le Haut Conseil pour le climat, en Angleterre ils ont la même chose qui est d'ailleurs Ouais, un oui. peu plus développée qu'en France. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une idée du nombre de Hauts Conseils pour le climat dans le monde? Est-ce que vous avez un panel, L'ordre de grandeur, c'est à peu près 25 aujourd'hui. C'est quelque chose qui monte en puissance et qui est vraiment important, je pense. Et donc là, il y a eu pour la première fois une coordination qui a été mise en place et une déclaration commune. Voilà. Et je pense que c'est intéressant sur plusieurs aspects de la partie scientifique. Donc il y a les connaissances pour comprendre, il y a les connaissances sur les leviers d'action, leurs possibilités, leurs limites, leurs co-bénéfices, leurs effets indésirables, de manière complètement indépendante des choix que chaque pays va faire. Et puis après, il y a aussi les connaissances scientifiques en appui au suivi de la mise en œuvre et au service de la société finalement. Et si on revient sur la partie du rapport du GIEC, il y a le groupe 1, groupe 2, groupe Oui. 3, est-ce que ça n'a pas été une faiblesse de ne pas sortir les 3 rapports avant la COP pour avoir plus de poids scientifique sur les négociations? Oui, mais alors il faut bien comprendre que le calendrier, il n'était pas prévu comme ça. C'est-à-dire que le rapport du groupe 1, il était prévu en avril de cette année. Pandémie, travail à distance. Vous imaginez 234 chercheurs qui passent en revue 14 000 publications dans 65 pays différents, qui reçoivent en 3 étapes de relecture 78 000 commentaires, le tout à distance. Donc on a pris 4 mois de retard, mais ça aussi nous a permis, je pense, d'avoir un rapport vraiment très solide, très robuste, et d'avoir un résumé pour les décideurs très clair. Pour la première fois, nous on a fait l'approbation de ce rapport virtuellement. Donc les auteurs impliqués, quelques dizaines d'auteurs, de chercheurs, les représentants de tous les pays, donc des centaines de participants, 2 semaines de Zoom, c'est au milieu de l'été, c'est sur 2 semaines 186 heures de discussion. Donc c'est un super contrôle qualité, on va dire. Chacune des conclusions, chacun des mots est pesé, vérifié par rapport à l'évaluation complète, à la manière dont c'est perçu dans le cadre des négociations, dans le cadre scientifique. Donc c'est affût, les points clés de l'évaluation. Et moi j'ai vraiment une grande fierté, c'est que ce qu'on a construit avec les scientifiques qui ont rédigé le rapport, tout est resté. Donc c'était vraiment solide, robuste. Et on a même renforcé certains aspects pour répondre aux attentes de certains pays. Par exemple, on avait mis l'accent sur un certain type de sécheresse, les sécheresses au sens de l'humidité des sols. Mais dans certains pays, les sécheresses au sens du manque de pluie ou du manque d'eau dans les cours d'eau, c'est critique. Donc on a ajouté cette information qui était dans notre rapport, mais qu'on n'avait pas, nous, mise en avant dans la synthèse. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais mentionner. Donc c'est une coproduction, c'est-à-dire on écoute les attentes des pays, on fait notre travail le plus rigoureusement possible, et les différents pays participent à la vérification de la qualité de la synthèse, son équilibre en fait, est-ce que ça représente bien le contenu complet du rapport, et puis est-ce que c'est exprimé clairement. On a fait en fait un gros travail par exemple sur les visuels, et j'ai eu des retours très positifs, au sens où les visuels qu'on a développés sont compris un peu intuitivement. Demande pas 3 heures pour lire la légende détaillée et comprendre ce qu'on montre quand on dit bah voilà, l'influence humaine elle a exacerbé finalement les extrêmes chauds, les pluies torrentielles ou les sécheresses. On a trois visualisations qui sont assez intuitives. Oui, c'est vrai que c'est cette carte, les cartes avec des octogones là, qui voilà, c'est ça. représentent chaque grande région du monde. Hexagone. Elles sont vraiment très bien et d'ailleurs on les a mises sur les cartes de la fresque du climat pour les utiliser. Et si du coup le rapport il est là. Mais donc la dernière chose que je voulais dire, c'est ce processus en fait d'approbation. Il a vraiment une vertu. Donc d'abord, le super contrôle qualité, là, c'est vraiment important, parce que nous, il faut que ce qui sorte soit robuste, en fait.
Et l'autre chose, c'est ça sépare le contenu scientifique, le socle commun reconnu par tous, des négociations. Donc le rapport du GIEC, c'est un socle scientifique commun qui va être reconnu par tous les pays, qui vont s'appuyer dessus. Et je vais donner un exemple. Donc, on a progressé dans la compréhension de la réponse du climat quand on rejette des gaz à effet de serre. C'est des progrès sur les boucles de rétroaction dans le fonctionnement du climat. Et donc, on a réduit l'incertitude. Donc, pour un scénario d'émission donnée, on a une évaluation qui est un peu plus précise. Et donc, c'est le résultat de travail avec des modèles de climat complexes. Mais on a aussi intégré des connaissances issues des climats passés, issues des observations. Donc, on a réussi à contraindre de cette manière-là. Et les outils pour le faire, on les appelle nous des émulateurs. C'est en fait des modèles assez simples que presque tout un chacun peut utiliser sur son ordinateur. Enfin, voilà. Et cette nouvelle manière d'évaluer la réponse du climat à différents scénarios, ça a été utilisé par l'Agence internationale à l'énergie, par la Convention des Nations Unies, par le programme de l'UNEP qui évalue du programme des Nations Unies sur l'environnement qui évalue le décalage entre les promesses actuelles et ce qui serait nécessaire pour tenir les objectifs. Donc les connaissances les plus récentes du rapport, elles sont vraiment directement mobilisées pour évaluer là où on en est sur les promesses, les engagements et ce que ça permettrait d'atteindre ou d'éviter en fin de siècle. Donc c'est pas directement le rapport, mais c'est les connaissances du rapport, les outils qui sont tout de suite mobilisés en appui là au suivi de ce qu'impliquent les engagements qui sont pris. Oui, qui va avoir une vraie base scientifique pour pouvoir discuter de choses concrètes. De quantifier. Et de quantifier, ouais. Parler de... Okay. Et donc, maintenant que le rapport est sorti, il est là, les décideurs l'ont, mais la question que tout le monde se pose, c'est lise-t-il ce rapport, à votre avis? Alors, ce que je peux mentionner, c'est la forte curiosité qui est nouvelle pour l'information à l'échelle régionale. Souvent, les rapports du GIEC, c'était perçu comme l'état du climat global. Et là, nous, on a mis un tiers du rapport sur l'information climatique régionale. Les méthodes, comment on construit cette information en appui à la prise de décision sur les extrêmes et sur ce qu'on appelle, nous, des facteurs climatiques générateurs d'impact. Donc c'est par exemple des tendances de température, des extrêmes chauds, c'est un exemple, ou des extrêmes chauds dont on sait qu'ils provoquent un stress thermique intense pour nous, les humains, ou provoquent des chutes de rendement pour le maïs, avec certains seuils. Voilà. Donc on a cartographié ces multiples caractéristiques d'un climat qui change, on a fait une synthèse pour chaque région, qu'est-ce qui est observé, et à quoi on s'attend s'il y a un réchauffement de l'ordre d'1,5 degré, de 2 degrés. Et ça, c'est une information qui n'était pas disponible avant, et qui a suscité un intérêt, mais qui est considérable. Donc on a eu là des échanges, par exemple dans le cadre de l'espace de la francophonie, avec les représentants des pays africains francophones, qui, pour la première fois, je pense, ont pu avoir accès à une information qui était extrêmement importante pour eux, y compris par exemple sur les changements de mousson associés à l'évolution d'un climat qui se réchauffe. C'est ça l'information dont ils ont besoin, c'est pas un truc global, le niveau de température, ça parle pas. Voilà. Et avec des experts de différents pays d'Afrique qui ont contribué à ce rapport et qui sont en fait une mine d'informations pour leur propre gouvernement, qu'on a mis en valeur en fait, parce que c'est aussi un des points clés. Le rapport, c'est pas seulement un rapport, un fichier PDF de milliers de pages, c'est justement tout le recul, l'expertise des scientifiques qui l'ont rédigé et qui peuvent être mobilisés. Certains sont présents ici, certains sont présents pour conseiller les négociateurs de leur pays également. L'autre chose, c'est on a mis en avant, donc, depuis le rapport sur 1,5 degré, l'importance de maîtriser le cumul des émissions de CO2. Donc, il y a une relation étroite entre le réchauffement à venir et le cumul des émissions anthropiques de CO2. Donc si on veut arriver à limiter le réchauffement, il faut arriver à net zéro CO2. Plus ce sera fait tôt avec un cumul bas, plus on parviendra à limiter le réchauffement à un niveau bas. Et ça, on a vu que même si le rapport 1,5 degré avait été écarté des négociations, en fait, dans la décision, beaucoup de pays ont formulé des engagements en ce sens. C'est nouveau, ce n'était pas le cas avant. Ça ne se traduit pas toujours par un plan d'action à court terme pour rendre cela possible, mais c'est nouveau et ça montre une écoute de finalement ce qui est nécessaire de faire pour arriver à limiter le réchauffement. Dans le rapport de cet été, on a mis l'accent sur le méthane, donc un gaz à effet de serre très puissant et une durée de vie très courte. Et quand on prend en compte les enjeux climat et qualité de l'air, tout ne va pas toujours dans le même sens. Par exemple, si on élimine les particules de pollution, elles ont un effet parasol refroidissant, et donc c'est très bien pour la qualité de l'air d'en émettre moins, mais si ça ne s'accompagne pas d'un accent fort mis sur la baisse des émissions des composés d'effet de serre qui agissent vite, on aura un réchauffement supplémentaire. Ça a déjà été le cas en fait. Donc réduire les émissions de polluants, on perd l'effet parasol. Réduire les émissions méthane, on perd un effet de serre très fort sur une durée de vie de 10 ans. En fait, on n'a pas de pénalité climat, mais on a un double bénéfice sur la qualité de l'air, particules et ozone. Le méthane contribue à former de l'ozone en surface. Et ça, on a vu là un engagement qui était pris sur le méthane spécifiquement,
Et donc on voit que les connaissances côté qualité de l'air, les connaissances côté méthane et côté climat ont été mobilisées pour essayer d'avoir des plans d'action qui ciblent spécifiquement cet aspect-là. Et sur l'engagement du méthane, ça consiste en quoi et qu'est-ce qu'ils ont pris les pays comme engagement? Alors je ne sais plus le nombre de pays correspondants, mais c'est un engagement de baisse à horizon 2030 d'à peu près 30% des émissions de méthane, donc plus fort que ce qui était dans certains des plans d'action précédents. Et ce que je veux souligner, c'est que ce n'est pas simplement des connaissances scientifiques, mais il y a aussi des connaissances techniques qui peuvent être mobilisées. Par exemple, certains acteurs ont la capacité de suivre par satellite des émissions de méthane très concentrées près d'une grosse infrastructure. Et ça peut aussi guider une action en ayant une transparence sur ces fuites massives et en poussant je sais pas, les actionnaires, les investisseurs, les clients de ceux qui commercialisent des produits associés à exiger une action plus rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas simplement les connaissances scientifiques sur le fonctionnement du climat qui comptent, mais c'est aussi la capacité à mesurer, à suivre, à rendre visible, ce qui n'est pas forcément évident, pour aider à agir le plus vite possible. Et le programme des Nations Unies pour l'environnement a rendu un rapport le printemps dernier sur ce qui est possible de faire pour baisser les émissions de méthane. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables maintenant avec les technologies qu'on a aujourd'hui et avec des coûts qui sont parfois relativement modérés. Alors, si on revient sur le GIEC, parce que le GIEC, parfois, ça peut être une version une boîte noire pour les citoyens, donc c'est important d'expliquer ce que c'est le GIEC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement c'est quoi un consensus? On parle d'un consensus avec le GIEC, c'est quoi le financement, comment ça fonctionne, pour que les gens puissent comprendre Oui. et vraiment puissent s'approprier cette notion du GIEC qui vraiment, ça va avoir un peu d'importance avec les rapports du GIEC. Alors, donc le GIEC, il a été mis. Donc, le constat d'un climat qui change, ça remonte en fait aux années 1930-1940 parfois. Le suivi des gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère, c'est dans les années 1950 en fait que ça a démarré, avec la compréhension que c'était une conséquence des émissions dues à la combustion d'énergie fossile. Les premiers modèles de climat, c'est dans les années 60. Dans les années 70, il y a eu la première évaluation de ce que pourrait être l'évolution future du climat collective. C'était un rapport de l'Académie des sciences américaine. Et puis en même temps, il y avait, je fais un peu d'historique mais c'est important, en même temps il y avait la découverte finalement que certaines substances produites par les activités humaines détruisaient la couche d'ozone, une coordination internationale, le protocole de Montréal, des plans d'action et la capacité en fait assez vite à substituer ces composés chimiques par d'autres. Donc il y a eu une dynamique de coopération internationale pour s'adresser à des sujets environnementaux à échelle planétaire et avec la perception d'une menace en fait pour la santé humaine immédiate. Voilà. Donc dans ce contexte-là, suite au rapport de 1979, au Programme mondial de recherche sur le climat, il y a eu la mise en place donc du GIEC, donc avec deux instances, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation météorologique mondiale. Donc il a été mis en place et son mandat est le suivant, mobiliser des chercheurs du monde entier pour faire le point sur l'état des connaissances et le transmettre au gouvernement. Donc le GIEC fonctionne avec un secrétariat qui est basé à l'Organisation météo mondiale à Genève. C'est une dizaine de personnes qui organisent des sessions plénières, qui organisent des activités ici, par exemple le pavillon qui est présent, les activités de communication. Le budget, c'est de l'ordre de 4 à 8 millions de francs suisses par an. C'est essentiellement pour prendre en charge les frais de déplacement des participants des pays en développement ou des chercheurs des pays en développement pour les réunions, les sessions plénières ou les réunions des auteurs des rapports. C'est petit en fait comme budget. Ensuite, donc, le GIEC fonctionne avec un bureau qui supervise la préparation des rapports. Donc les membres de son bureau sont des scientifiques. Ils sont élus par les représentants de tous les pays. Pour un mandat, c'est un cycle. Il n'y a pas de rémunération, il n'y a aucun avantage. Et donc le président du GIEC est chargé de superviser en particulier le rapport de synthèse. Il y a 3 vice-présidents qui l'assistent dans la représentation, la coordination. Et puis après, il y a plusieurs groupes de travail. Donc il y a une force de travail sur les inventaires d'émissions. Et ensuite, il y a un groupe de travail sur la physique du climat. Donc, je l'ai co-supervisé avec un collègue chinois, Padma Ojai, depuis 2015. Il y a un groupe de travail qui porte sur les impacts, l'adaptation, l'impact, les risques, les vulnérabilités et les options d'action d'adaptation. Donc, et un groupe de travail qui porte sur ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire comment on peut réduire, quelles sont les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans chaque secteur d'activité. Chaque groupe de travail, c'est 2 coprésidents, un d'un pays développé, un d'un pays en développement, qui marchent en binôme. Et puis 7 vice-présidents de différentes régions du monde. En fait, il y a des sortes de quotas par région du monde pour avoir une représentation diversifiée, on va dire. Et donc, à l'intérieur d'un groupe de travail, on est chargé de préparer chaque rapport.
Donc définir en fait sa structure, c'est un brainstorming d'une semaine. On va faire venir une centaine de scientifiques. On recueille les attentes des gouvernements, des organisations observatrices du GIEC. On regarde les connaissances scientifiques nouvelles et on construit une structure de rapport. Donc là, je suis très contente parce qu'on a complètement changé pour ce 6e rapport la structure du groupe 1. Avant, c'était pris un peu en silo. Donc les observations, l'atmosphère, l'océan, les glaces. Et puis après, les modèles de climat, leur évaluation, puis après, différents aspects. Et là, on a vraiment construit une structure pour intégrer différentes sources d'informations, de sorte à avoir une évaluation qui soit plus éclairée par toutes les connaissances disponibles, pas seulement un aspect. Et donc, on a un tiers du rapport sur le climat global, on a un tiers du rapport sur la compréhension des processus, et un tiers sur l'information à l'échelle régionale. On a aussi innové en faisant un atlas interactif. Donc moi, j'ai voulu mettre en place des approches de sciences ouvertes et de données ouvertes, parce qu'il y a un intérêt très large de plein de personnes en fait à s'approprier ça et à aller plus loin que lire un PDF, quoi, parce que c'est un peu frustrant. Donc on a pour pas mal de chapitres, les codes sont accessibles, on a des répertoires GitHub pour ceux qui aiment bien, les données sont parfois aussi directement accessibles. On a un atlas interactif qui permet de manipuler sous forme de cartes, de visuels, et télécharger les données associées. Pour les régions, la granulométrie, c'est 4 régions pour l'Europe, hein, à peu près, pour pouvoir récupérer les données, les visualiser, les utiliser pour, par exemple, des besoins de formation, des besoins d'éducation à différents niveaux. Et ça, c'est incroyable le succès que ça a eu. 500 000 connexions le premier mois dans tous les pays du monde. Mais tous les pays du monde, c'était incroyable de voir ça. Et donc, ça répond à un besoin. Ça répond à une curiosité. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est miser sur l'intelligence des gens, en fait, en mettant ces données et cette information à leur disposition. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien faire encore un peu plus loin, c'est faire une sorte de hackathon, en fait. Voilà, on met à disposition ces données. Trouvez-nous des autres visualisations, des choses plus chouettes, des choses qui parlent, plus intuitives. Bah voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ça en début d'année prochaine. Ce sera assez chouette. Pour l'appropriation, en fait, des éléments. Donc, après, un rapport du GIEC, c'est des auteurs. Donc, sur la base de la structure qu'on a définie, donc des titres de chapitres et des points clés, c'est approuvé par les pays, en général, ça se passe bien. Et après, on fait un appel à nomination d'auteurs. Donc, qui peut proposer des scientifiques pour rédiger? Les différents pays, les membres du bureau comme moi, et puis les organisations observatrices, par exemple les programmes internationaux de recherche qui le font. Et donc, en tout sur ce cycle, 3 rapports spéciaux, un rapport complet, je crois que j'ai lu à peu près 6000 CV. Donc c'est en fait les chercheurs qui candidatent. On récapitule de manière vraiment synthétique dans un fichier Excel les différentes candidatures. Après on a les CV, les listes de publications. Et moi je voulais être juste, c'est-à-dire pas donner d'avantages à ceux que je connaissais par rapport à ceux que je ne connaissais pas. Donc j'ai vraiment pris ça à bras le corps et lu les documents qui ont été transmis par chacun. Et l'idée c'est vraiment chercher à avoir le groupe le plus complet possible sur l'expertise dont on a besoin. Et le groupe le plus diversifié possible pour éviter peut-être des approches parfois de cultures similaires dans différentes communautés scientifiques. Et en fait, plus un groupe est diversifié, c'est-à-dire des plus jeunes, des plus aguerris, de différentes régions du monde, des hommes, des femmes, diversifiés en fait humainement, plus en fait l'évaluation est approfondie. Et c'est en particulier le cas quand c'est des gens qui n'ont pas travaillé ensemble avant. Ça évite en fait un peu des biais de publications sur lesquelles ils vont s'appuyer pour qu'en fait ils s'appuient sur les publications dans toutes les régions du monde, pas seulement celles qu'ils connaissent de leur cercle direct scientifique. Ça c'est un travail de dentelle, ça nous prend des mois en fait. Sélectionner sur 1000 candidatures les 234 auteurs du rapport, c'est vraiment un travail de dentelle, puis après on se dit bon voilà, est-ce que les coordinateurs, on pense qu'ils seraient bien, mais est-ce qu'ils vont réussir à le faire bien? Alors on voit aussi des effets de biais pas simples, par exemple des gens qui ont toutes les compétences pour coordonner un chapitre, vraiment. Ils vont candidater comme auteur, mais pas comme coordinateur. Donc il y a une forme d'autocensure. Donc il y en a plusieurs que j'ai sollicité en disant voilà, vous aviez, quand on a fait le consensus dans le cadre de la sélection avec les membres du bureau, c'est vraiment un travail de consensus pour trouver la meilleure solution possible. Les appeler et dire voilà, vous aviez candidaté comme auteur principal, c'est à peu près un tiers de temps de travail en plus pendant 3 ans. On aimerait bien que vous coordonniez, alors là c'est moitié et demi-temps quasiment sur 3 ans. Et beaucoup ont accepté tout de suite. Donc le message c'est aussi en fait pour les scientifiques qui ont les compétences pour le faire, qui ont déjà coordonné des projets, qui savent faire ça, il ne faut pas hésiter en fait à candidater à différentes fonctions. Et après, donc les auteurs, ils ont carte blanche, c'est-à-dire dans un chapitre, c'est 2-3 coordinateurs, je dis entre 15-20 personnes. Ils ont carte blanche pour structurer leur chapitre, construire la manière dont ils vont faire leur évaluation.
Ce qui est difficile, c'est pour eux d'aller au-delà de leur travail de recherche, pour faire pas une revue, mais une évaluation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait, c'est évaluer la maturation de notre domaine scientifique. C'est pas un exercice qu'on fait au quotidien. Donc il y a un apprentissage en fait, au fur et à mesure de la rédaction des rapports. Et à chaque fois, les scientifiques qui le font me disent à la fin, si je recommençais, je serais beaucoup plus efficace. Voilà. Et en fait, c'est vraiment l'esprit critique qui compte. C'est passer en revue les éléments des connaissances. Parfois, il y a des gens qui croient qu'on compte des publications pour dire qu'il y a un élément solide. C'est pas du tout ça. C'est regarder les faits scientifiques, la confiance qu'on leur accorde. Est-ce que en fait, on a beaucoup d'éléments convergents qui montrent tous la même chose? Alors là, on est certain. Est-ce qu'on a peu d'éléments, mais le signal le fait est potentiellement extrêmement important, donc on va le rapporter parce que c'est potentiellement extrêmement important. Donc quelque part, c'est un exercice de distillation d'un foisonnement de connaissances scientifiques. Qu'est-ce qui est solidement établi, robuste? Qu'est-ce qu'on croyait connaître précédemment, mais qu'on révise à la lumière de nouvelles connaissances? Pourquoi est-ce qu'on a des contradictions dans les éléments, des connaissances imparfaites, incomplètes, et on le rapporte? Et puis quels sont les verrous, les choses qu'on vraiment on a du mal à comprendre? Donc chaque conclusion, elle a un degré de confiance, quantitatif ou qualitatif. Ça rend nos rapports horribles à lire, mais ça les rend très rigoureux en fait. Donc chaque conclusion du résumé pour décideur, il y a un niveau de confiance. Et à la fin, il y a entre crochets des références aux éléments détaillés du rapport, où on va trouver les articles scientifiques cités et les éléments passés en revue qui étayent cette conclusion. Et après, la dernière chose, c'est parfois on a une incertitude profonde, des choses qui sont très difficiles à évaluer, on le rapporte explicitement en tant que tel. Et ça a été par exemple le cas là sur la contribution possible des calottes de glace à la montée du niveau des mers. On a une petite courbe en pointillé dans le résumé pour décideurs. Et on l'aborde sous forme de narratif. C'est-à-dire, on ne sait pas quels sont les seuils de réchauffement qui pourraient conduire à une accélération de l'écoulement de certains secteurs. On ne sait pas quand ça peut se produire. Par contre, si ça démarre, on peut quantifier ce que ça ferait en plus. Et donc, c'est un narratif qu'on utilise. Si, alors, voilà les connaissances qu'on peut mobiliser dans ce cas-là. C'est une autre manière d'aborder la manière de rapporter les connaissances sur des choses très incertaines. Et justement, quand on fait le choix entre. Est-ce que les chercheurs ou les coordinateurs ont le choix de dire ce sujet-là, on est vraiment sûr, on est à 99% sûr et il n'y a plus de doute? Il y a des faits, il y a des faits. On les exprime comme des faits. Le fait que, par exemple, l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère résulte de la combustion d'énergie fossile pour le CO2, c'est un fait. Il n'y a pas besoin de degré de confiance. Le fait que quand on émet du CO2 dans l'atmosphère, il y en a une partie qui rentre dans l'océan qui conduit à son acidification, c'est un fait en fait. On comprend le processus d'un point de vue vraiment des bases de la physique, on l'observe, on le modélise, tout converge. Et là, pour la première fois d'ailleurs, une des conclusions de ce rapport, c'est en prenant en compte l'ensemble des composantes d'un climat qui change, les études d'attribution, donc c'est avec des modèles de climat, ce qui est simulé qu'avec des facteurs naturels ou quand on prend en compte les conséquences des activités humaines. Et puis la compréhension du bilan d'énergie de la Terre, c'est-à-dire ce qui le perturbe, la manière dont le climat y répond, comment l'énergie est répartie et qu'est-ce que ça implique. L'ensemble de ces éléments, ça nous a conduit à conclure pour la première fois que c'est sans équivoque que l'homme réchauffe le climat. C'est vraiment un fait. Et si on revient sur le méthane, qui a une durée de vie de 10 ans, est-ce que vous pouvez l'expliciter? Ça veut dire quoi une durée de vie de 10 ans pour les gens qui nous regardent? Alors en fait, quand on émet du méthane dans l'atmosphère, il y a des processus en fait photochimiques qui conduisent à sa destruction. Et donc, au fur et à mesure qu'il est émis, graduellement, il va être éliminé. Et donc, une manière de décrire ça en langage simple, c'est de parler de la durée de vie. Donc, pour le méthane, c'est de l'ordre de la dizaine d'années. Certaines particules de pollution, je prends un autre exemple, quand on les émet à côté d'une ville, elles vont être en suspension dans l'atmosphère, c'est très différent comme fonctionnement. Et puis, quand il va y avoir des précipitations, elles vont être lessivées et retomber rapidement. Donc, leur durée de vie, ça va être entre le moment où elles sont émises et le moment où il pleut. Ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours. C'est très court. Par contre, pour les gaz à effet de serre bien mélangés, donc le temps de mélange dans l'atmosphère, quel que soit l'endroit où c'est émis, c'est en gros 10 jours d'un endroit à l'autre tout autour de l'hémisphère nord et de l'ordre de 6 mois entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. D'accord ? Donc c'est très différent pour des particules qui restent concentrées près des zones industrialisées des grandes villes. Du méthane, même s'il a une durée de vie de 10 ans, en fait, il y en a un peu plus toujours dans l'hémisphère nord où on en émet plus que dans l'hémisphère sud, mais c'est bien mélangé au niveau planétaire. Et je vais donner un autre exemple, le dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone, quand on met dans l'atmosphère, il y en a à peu près 56% qui est repris, 31% par la végétation, les sols, 23% par l'océan. Mais la fraction qui reste dans l'atmosphère, elle va continuer à agir sur le climat longtemps. Bon, il y aura la photosynthèse, la respiration, mais cette partie-là supplémentaire, elle continuera à agir sur le climat pendant longtemps.
Et on estime qu'à l'échelle de 1000 ans, ce qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui, 15 à 40% continuera à agir sur le climat. Voilà. Donc vous voyez que les caractéristiques physiques, les échelles de temps, les processus ne sont pas du tout les mêmes. Et justement, sur ce point du dioxyde de carbone, moi, quand j'ai commencé à comprendre le climat, à fouiller les rapports du GIEC, je me suis un peu fait avoir par l'histoire du PRG avec 100 ans sur le dioxyde. Du coup, j'ai retenu ça. Oui. Et en fait, c'est un peu vrai, un peu faux. Et en fait, il faudrait dire jusqu'à 10 000 ans pour que les gens comprennent que c'est un vrai stock qu'on va léguer à nos enfants et que nos parents nous vont léguer. Oui, l'effet cumulatif. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et donc, les métriques, à quoi elles servent, hein? Les métriques de pouvoir de réchauffement global à horizon 20 ans, à horizon 100 ans, elles servent en fait, quand on prend comme cible l'évolution de la température, à essayer d'estimer sur une certaine période l'effet de différents gaz et de le comparer. Et donc, si on prend par exemple le méthane, eh bien, il y aura un effet réchauffant à court terme sur 10-20 ans très fort, mais à l'échelle de 100 ans beaucoup plus réduit, parce qu'une partie aura disparu. Si on prend le dioxyde de carbone, il y aura un effet à plus long terme, mais si on regarde sur 100 ans, c'est ce qu'on prend comme unité de référence en fait, hein, pour comparer les caractéristiques des autres gaz. Moi, à titre personnel, je comprends que ce soit utilisé pour des comptabilités carbone, pour des entreprises, pour des analyses à grosse maille, à grande échelle. Dans les rapports du groupe 1 du GIEC, nous, ce qu'on souligne, c'est l'importance du CO2 lui-même, en fait, l'importance par son effet cumulatif, et donc le fait d'avoir la capacité d'avoir un suivi CO2 seul, dans un premier temps. Et puis la deuxième chose, c'est pour les autres facteurs, la meilleure mesure, en fait, c'est l'effet radiatif net, de tous les autres facteurs qui ont une durée de vie plus courte, de mon point de vue. Et si on prend les métriques qui permettent de mesurer, de comparer différents gaz, il y en a plusieurs, en fait. Pouvoir de réchauffement, effet sur la température globale. Chaque métrique, elle a des petites nuances en fait, hein. On ne peut pas dire qu'elle soit plus juste ou moins juste. Donc dans notre rapport, on rapporte la comparaison des différentes métriques qui existent, les effets sur l'évolution de la température, mais il y a une dimension qui est un peu plus importante aussi, qui est une dimension éthique. Les différentes métriques, elles ne donnent pas forcément le même poids aux émissions passées, aux émissions futures, et donc elles relèvent de choix. Et donc c'est pas une dimension purement scientifique qui compte, c'est aussi comment, par exemple, les représentants de tous les pays vont s'accorder sur la manière d'utiliser cela. L'accord de Paris, ils ont pris le pouvoir de réchauffement à 100 ans comme un des aspects utilisés pour rapporter les inventaires d'émissions. Si on vient sur le GIEC, vous êtes co-présidente du groupe numéro 1. Je me dis que ça va être épuisant de travailler à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de charges de travail. Est-ce que vous voyez continuer à faire le 7e rapport, non. Le 8e rapport, le 9e rapport? La réponse elle est immédiate en fait. Non. D'abord, j'ai fait beaucoup en fait. Hein. J'étais auteur du 4e rapport, auteur principal du 5e, contribué au résumé pour décideurs. Et puis là, j'ai accepté d'être coprésidente pour un mandat. 3 rapports spéciaux que j'ai co-supervisés, un rapport complet, donc ça a été non-stop. Là, on prépare le rapport de synthèse qui va s'appuyer sur les rapports des 3 groupes et les rapports spéciaux. J'y ai passé tout mon temps de travail, c'est à peu près, je dirais, 2 fois un temps de travail normal, voire davantage, d'après mon mari, en fait. Hein, voilà. Donc pour moi, c'est bon, en fait. Et je pense que j'ai apporté ce que je pouvais en termes de changement dans la structure du rapport, l'atlas interactif. On a des fiches de synthèse de 2 pages par région. On est en train de préparer des fiches de synthèse par secteur. Donc essayer aussi d'aller un peu plus loin sur l'aspect synthèse facile, accessible, voilà, courte, facile à lire. Et je pense qu'il y a besoin d'autres esprits en fait. Il y a besoin d'autres personnes qui vont regarder ça autrement, qui vont permettre de faire autrement en fait ces évaluations. Il y a plein de questions qui sont posées sur qu'est-ce que c'est un rapport du GIEC maintenant, comment le penser, qu'est-ce que ça doit être le cycle. Là en fait celui-là qu'on a rendu c'est 8 ans après le précédent. Plein d'aspects nouveaux, des avancées considérables, hein, vraiment spectaculaires dans plein d'aspects des sciences du climat. Le temps de 8 ans c'est vraiment un temps pour le progrès des connaissances. Mais l'accord de Paris marche avec par exemple des cycles de 5 ans. Donc beaucoup de gens qui sont présents ici dans les COP, ils nous disent mais nous on aimerait bien avoir à chaque fois un rapport de synthèse du GIEC, un an en gros avant les échéances de suivi, etc., pour pouvoir articuler nos réflexions sur cet état des connaissances aligné avec notre temps de travail sur le suivi de l'accord de Paris sur le climat. La barrière entre les groupes de travail, c'est parfois un obstacle. Alors je vais donner un exemple. L'évaluation des évolutions, des impacts, des risques du climat, des options d'adaptation à l'échelle régionale, moi je pense que ça mériterait d'être fait de manière beaucoup plus intégrée, groupe 1, groupe 2. Et on a mis en place une coordination, c'est-à-dire les auteurs de notre atlas, qui est une synthèse régionale, ont travaillé étroitement avec les auteurs des chapitres régionaux du groupe 2, mais ça veut dire pour eux double charge, leur propre chapitre, partie climat, et puis le fait de s'assurer le mieux possible, c'est pas toujours évident, hein, mais qu'il y ait une harmonisation de l'approche. Donc ça, je pense que ça mérite une vraie réflexion sur la partie régionale, faire le mieux possible entre les groupes 1 et 2. Maintenant, les secteurs d'activité,
Moi, je suis frappée que beaucoup de politiques publiques sur le climat, elles abordent les choses en silo. C'est-à-dire d'un côté, le carbone, en fait, on va dire, hein, pour faire simple, puis de l'autre côté, l'adaptation, la résilience. Et je pense que c'est un frein. Aborder les choses de manière plus intégrée, de manière plus systémique, ça peut être un atout. Et donc, je me disais peut-être sur les secteurs, c'est vraiment ma réflexion personnelle, hein, peut-être sur les secteurs, avoir quelque chose transverse au groupe 2 et 3 serait vraiment intéressant. Donc, par exemple, le secteur du bâtiment, comment on baisse les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie d'un bâtiment, et en même temps, comment on fait que ce bâtiment soit résilient dans chaque contexte par rapport aux contraintes d'un climat qui change, le confort d'été, etc. Enfin, en fait, dans la réalité, les acteurs du bâtiment, ils intègrent les deux. Donc, dans nos évaluations, ce serait peut-être pertinent d'avoir quelque chose qui soit un peu plus transverse. Si on revient au GIEC, parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Ah, j'ai oublié de dire deux choses en fait, pardon. Allez-y. Donc, dans le fonctionnement. Donc, pour superviser la préparation d'un rapport, c'est un travail qui est énorme en fait, hein. Et donc, moi, j'ai eu la chance en fait de l'appui du gouvernement français qui a donné un budget qui est de l'ordre d'1 million d'euros par an pour recruter une équipe de personnes, donc certains plus opérationnels, des spécialistes de communication, des spécialistes scientifiques qui m'ont aidé depuis le début en fait à coordonner, à superviser, à assurer la qualité du rapport en apportant chacun leur expertise. Donc des gens recrutés sur contrat en fait, hein, avec les conditions des emplois académiques contractuels. Voilà. Et donc mon collègue chinois aussi a eu un appui pour faire ça. Et donc ces équipes-là, elles jouent un rôle. Et c'est une contribution, on va dire en nature en fait, d'un pays aux travaux du GIEC, l'appui au coprésident pour la préparation d'un rapport. Et enfin, je tiens à le dire, ça a été un plaisir en fait d'avoir ce soutien de gouvernements successifs en fait, du point focal du GIEC pour faciliter au maximum. Et donc c'est trois ministères hein, qui appuient, les affaires étrangères, la recherche et l'environnement. Qui vraiment ont apporté un soutien constant. Et ça, c'était vraiment précieux, une équipe en or en fait, hein, dévouée à un point inimaginable. Et je suis pas sûre d'avoir tout à l'heure complètement fini. Donc nous, on a rendu notre rapport avec 4 mois de retard, mais la COP, elle est là à 1 an de retard. Donc ce qui était prévu, c'était la COP 26 l'année dernière, et notre rapport les mois suivants. Donc là, ce qui s'est passé, c'est l'inverse, c'est-à-dire le rapport du groupe 1 du GIEC avant en fait la COP 26. Et du coup, je pense que c'est une chance parce que ça a apporté des éléments de connaissance, en tout cas sur la physique du climat nouveau, et ça a aussi nourri, je pense, une partie des échanges qui ont eu lieu ici. J'ai encore deux dernières questions. La première, c'est est-ce que donc, le GIEC, donc, vous avez une stature scientifique, Oui. une position neutre pour amener Non prescriptive. les faits scientifiques. Est-ce qu'il y a des chercheurs du GIEC ou des gens qui ont coordonné qui ont arrêté la science et qui se sont engagés en politique pour changer de discours? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, on ne peut pas dire les gens du GIEC. Il y a des rôles de, par exemple, le bureau du GIEC, il y a les auteurs, les relecteurs, les contributeurs. Les auteurs et Voilà. les coordinateurs. Parce que ce que j'ai peut-être pas non plus complètement esquissé, c'est 234 auteurs, des centaines de contributeurs qui apportent des éléments factuels qui leur sont demandés par les auteurs, et après des milliers de relecteurs, hein, c'est 78 000 commentaires qui ont nourri l'évaluation qu'on a faite. Donc, il y a plein de spectres de ce que c'est en fait le GIEC, et chacun se voit en fait acteur. Et ceux qui produisent les publications, les travaux de recherche, parfois nourrissent les travaux du GIEC, donc quelque part font partie de tout ce travail-là. Alors, je ne peux pas répondre en fait clairement à la question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont engagés en politique? Ce que je peux dire, c'est dans ma communauté, c'est-à-dire les chercheurs en sciences du climat, il y a plein de débats en fait sur comment on se positionne par rapport à la société plus largement. Donc, il y a des chercheurs qui pensent que eux, leur but, c'est uniquement produire des connaissances rigoureuses, factuelles, et ils se tiennent à distance. Ils ont une vie normale, comme quelqu'un de normal, comme un chercheur. Et ils se tiennent à distance en fait de tout ce qui porte sur la partie politique du climat, action pour le climat. Et ils sont pilotés par la curiosité. Et on a besoin des gens comme ça en fait. Après, on a des gens qui considèrent que c'est important que les connaissances elles soient transmises, elles soient partagées, qui se rendent disponibles pour participer, conseiller parfois des délégations de certains pays, conseiller des gouvernements d'une manière ou d'une autre, intervenir quand ils sont sollicités, mais en étant en retrait, c'est-à-dire en étant là pour mobiliser des connaissances, de la manière qui soit peut-être la plus neutre possible. C'est souvent ceux qui sont à l'aise dans des conseils scientifiques, par exemple. Après, on a des gens qui ont envie que leur voix à eux compte. Et parfois, ils ont une idée qui leur tient à cœur et qui veulent promouvoir. Et donc, ils ont leur travail de recherche et puis leur engagement, leur opinion personnelle. Et ils veulent être entendus. Ça fait aussi partie de toute la diversité. Et parmi les plus jeunes, en fait, dans nos domaines, il y a aussi ceux qui veulent être complètement alignés. C'est-à-dire qui poussent à des transformations dans nos pratiques de recherche,
pour que nous-mêmes, dans les laboratoires, on baisse notre empreinte carbone, qu'on réfléchisse à la manière d'avoir une recherche qui soit vers net zéro CO2 à un moment donné, qui veulent être beaucoup plus proactifs, qui cherchent à s'engager, alors comme scientifiques, dans leur cadre professionnel, mais aussi avec la société. En étant, en fait, il y en a certains qui vont être dans des cadres associatifs, il y en a certains qui vont être dans des cadres politiques, ça existe, hein, mais il y a tout ce spectre qui est présent là. Et il y a des effets de génération, je pense aussi. Mais je ne connais pas, à titre personnel, je ne connais pas moi de climatologue, enfin en tout cas sur ma partie, qui était, disons, candidat pour une élection, quelque chose comme ça, parce que s'engager, c'est aussi ça. Enfin, je ne crois pas. J'ai peur de me tromper, mais je ne suis pas sûre. Et une dernière question. Ah si, au niveau régional. Je connais des gens qui l'ont fait, donc qui ont été élus dans des conseils régionaux. Et qui ont porté toute une réflexion et tout un ensemble d'actions. Voilà, si c'est vrai, je connais des gens formidables qui ont fait ça, je corrige. Pas forcément formidable. Non, parce que ça demande beaucoup de travail, en plus de l'activité de recherche, d'avoir cet engagement. Et voilà, donc je corrige en fait. Une dernière question pour conclure, est-ce que vous avez des conseils pour dire comment on fait pour sensibiliser efficacement en mélangeant la science et les émotions qui sont quand même très fortes dans ce sujet, qui parfois nous pèsent beaucoup dans ce sujet. Oui. Comment on fait? Alors, je ne suis pas forcément la bonne personne pour répondre à ça. Moi, j'ai beaucoup lu sur la communication scientifique. J'ai écouté, j'ai expérimenté. Voilà, donc je peux apporter mon témoignage perso. Donc, moi, depuis que j'étais en thèse, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir la chance d'être payée par de l'argent public pour faire un truc passionnant qui me passionnait. Et c'est une immense liberté, mais c'est aussi une immense responsabilité. Et ce que j'ai aussi mesuré, c'est le décalage entre les connaissances que nous, on accumule dans nos labos. Moi, à l'époque, c'était sur les climats passés, hein, c'est vraiment la connaissance pure. Et puis, la culture générale sur ces sujets, mais aussi la curiosité des gens. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà, comment j'arrive à tisser des liens, comment j'arrive à faire des ponts. Donc, c'est des visites de labos, c'est des rencontres dans des médiathèques, c'est parfois des rencontres avec des artistes et des gens curieux, enfin, voilà. Et après, donc, y a plein d'options possibles. Mais ce qui est de plus en plus présent, et qui n'était pas le cas au début, il y a une vingtaine d'années, c'est effectivement la gravité de la situation. Donc, par exemple, je vais juste donner un témoignage ici. J'ai organisé une rencontre avec des étudiants, des jeunes scientifiques qui sont venus, on a échangé. Et puis une personne m'a dit les 3 choses suivantes. Quand j'ai lu votre rapport, j'ai pleuré. Merci pour votre travail. C'est étrange, hein. Et j'ai encore plus envie d'agir qu'avant. Voilà. Donc nous, on reçoit ça, en fait. On le reçoit tous. Dans le travail de préparation d'un rapport du GIEC, il y a les émotions des auteurs aussi qui sont là. Certains sont à fond dans leur travail, puis ils prennent du recul, ils voient l'image d'ensemble, ils voient les implications pour leur pays. C'est lourd, en fait. Donc, parler. Avoir des espaces pour pouvoir en parler, qu'on puisse exprimer ce qu'on ressent en confiance avec les autres sans être jugé, c'est le premier aspect. On ne le fait pas toujours, même dans nos labos de recherche. C'est un peu, on essaie de tenir ça à distance, parce qu'on est formé pour être rationnel, factuel, on n'est pas formé pour gérer les émotions. Mais j'ai vu moi des collègues américains qui enseignent les questions climat et qui, dans le cadre de leurs cours en sciences du climat, en physique du climat, accordent un temps pour que les étudiants expriment leurs émotions. Et ce que j'ai vu, c'est que ça engageait 1000 fois plus les étudiants. J'ai vu formaliser l'analyse de ces émotions, c'est-à-dire la sidération parfois. C'est à ce point-là. J'en étais pas conscient. Enfin, souvent avec la prise de conscience des conséquences irréversibles à long terme. C'est-à-dire, je pense que beaucoup de gens se disent, voilà, on met des gaz à effet de serre, c'est un peu comme on tourne le thermostat. Puis si je baisse le thermostat, ce sera réglé. En fait, non. Donc là, cette prise de conscience-là, ça provoque parfois une forme de sidération. Il y a aussi parfois les sentiments de culpabilité. Il y a le sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle? La peur qui est là, qu'on n'ose pas toujours affirmer ou exprimer ou vocaliser. Les plus jeunes le font très clairement en fait. Par rapport à notre capacité, je crois que la peur c'est 2 choses. C'est d'une part notre capacité à gérer les conséquences partout, mais en particulier là où les gens sont les plus vulnérables, ou pour les écosystèmes auxquels on tient. Et puis il y a aussi, est-ce que nos gouvernements vont être à la hauteur? C'est une forme de peur en fait. Est-ce qu'on sera capable d'agir à hauteur de ça ou pas? Et je pense que ça nourrit l'anxiété aussi. Après il y a la colère aussi, qui fait partie de ces émotions-là. Et donc le travail qui est fait de pouvoir permettre de partager les émotions, ça permet d'abord de les sortir, ça permet de ne pas être paralysé ou de ne pas être dans le déni. Parce que beaucoup de gens, en fait, juste pour pouvoir dormir tranquillement, en paix, ils mettent ces émotions-là à distance et puis ils les évacuent et ils construisent une carapace d'indifférence, en fait. Voilà.
Donc, arriver à en parler, arriver à les partager, c'est un point qui est très important pour retrouver le cerveau un peu rationnel, dont on a besoin pour agir. Parfois, il y a cette urgence qui est présente, mais quand on prend des décisions dans l'urgence, ce n'est pas forcément les meilleures décisions. Donc on a aussi besoin parfois de se poser, de réfléchir, d'élaborer une stratégie, et donc de tenir aussi un peu les émotions à distance. Et l'autre chose que nous apprennent les sciences sociales, enfin ce que j'ai lu des travaux des sciences sociales, ça va contre mon esprit scientifique. Donc moi au début je m'étais dit, les faits scientifiques, quand les gens les reçoivent, ils les digèrent et ils agissent. C'est pas vrai en fait, ça marche pas du tout comme ça. Et je m'étais dit aussi, quand les gens vivent avec un événement météorologique extrême, une vague de chaleur énorme, ils n'arrivent pas à dormir, enfin ils se rendent compte à quel point on n'est pas prêt, après ils vont en tenir compte et puis ça va aussi conduire à une prise de conscience, à une action. C'est pas vrai non plus en fait. Il y a plein de travaux qui montrent que non, en fait, c'est pas le cas. Ce qui compte en fait, c'est le fait... le discours des politiques compte en fait, étrangement, malgré la défiance qu'on a envers les élus. Quand ils parlent de ces enjeux-là, quand ils partagent les connaissances, en fait, ils sont entendus à tous les niveaux, au niveau des maires, au niveau des régions, au niveau des pays. C'est assez frappant, des études sociologiques qui sont portées. Malgré la défiance que les gens expriment envers leurs élus, quand ils en parlent, ça donne le signal que c'est quelque chose à prendre au sérieux, et ça donne aussi un cap pour que chacun agisse parfois à son échelle. L'autre chose, c'est le fait que les gens sont très sensibles aux gens qui comptent pour eux. Donc quand en fait dans son cadre professionnel, dans un cadre associatif, dans un cadre familial ou amical, on est avec un groupe de gens qui ont pris au sérieux les choses, qui en parlent, qui essayent, puis des fois ça marche pas, qui ont le retour d'expérience et puis qui valorisent le fait d'agir, c'est en fait ce qui est le facteur clé de l'action pour le climat. Donc la dynamique collective. Voilà, donc moi j'ai écouté mes collègues en psychologie environnementale, en comportement humain, c'est pas mon domaine, j'ai pas de formation là-dessus. Mais ça fait tellement écho à ce que j'ai observé, à ce que un peu par essai-erreur, que je pense que vraiment ce côté-là est critique. Et donc en fait, bon, je sais que vous faites partie de la fresque, bien sûr, et le côté créer les conditions d'un dialogue pour que les gens, en fait, quand ils s'approprient ces enjeux-là, quand ils les distillent par leurs émotions jusqu'à leur vision du monde, parce qu'en fait c'est un peu ça, c'est changer sa vision du monde quand on prend conscience de l'impact qu'on a sur l'évolution du climat à échelle planétaire, quand on prend conscience des transformations qui seront nécessaires pour y faire face. Le fait de construire une communauté finalement d'acteurs qui se l'approprient, qui partagent, qui échangent, qui dialoguent et qui avancent ensemble, c'est en fait quelque chose qui est fondamental. Et c'est quelque chose de nouveau. En fait, on est devant un défi nouveau, donc on a besoin de trouver des modalités nouvelles. Et on a besoin de trouver des manières d'être créatifs ensemble. Parce que c'est ça finalement, on peut pas le truc le plus dur, je pense, pour les gouvernements, pour les élus, pour les décideurs, c'est qu'on ne peut pas aller chercher les recettes du passé puis les appliquer là. Ça ne marchera pas en fait. Il faut vraiment construire une nouvelle manière de l'aborder. Et il y a plein de questions dans le cadre démocratique, dans le cadre de la vie citoyenne, qui sont liées à la manière d'aborder ça, puis les enjeux aussi sur la biodiversité. Je les mets au même niveau de difficulté en fait, à embarquer, à intégrer ces enjeux-là profondément. Et donc tout ce qui permet en fait de mettre les personnes, d'abord de s'appuyer sur leur intelligence, c'est-à-dire ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils proposent, de s'appuyer sur leur créativité, à plusieurs en fait, collectivement. Et c'est vraiment marrant parce que plusieurs groupes de personnes ne vont pas avoir la même manière d'aborder les choses. Donc il y a ce côté très humain qui est fascinant et qui ne sera pas le même dans différents pays du monde. Et après la dernière chose, c'est les liens entre les gens en fait. Vraiment les liens entre les gens. Sur la question climat, moi, la chose qui me pèse le plus, c'est le côté clivant. Certains vont promouvoir une action au détriment d'une autre, ou une génération et pas une autre. Et donc tout ce qui permet de tisser du lien et qui nous permet en fait de faire société dans un climat qui change, je pense que c'est fondamental. Et donc, du coup, on arrive à la conclusion. Est-ce que vous avez un message à passer aux jeunes ou aux moins jeunes sur le climat, ce que vous voulez faire passer aux gens en conclusion? Alors en fait, moi je veux partager 3 expériences que j'ai eues qui ont changé ma manière de voir les choses. J'ai été amenée à voyager pour les rapports du GIEC. On est parfois invité par un certain pays pour une réunion. Moi, je fais mon possible pour réduire mon propre bilan carbone, mais ça, c'était nécessaire pour ce travail-là. Donc j'étais à Fidji. Fidji a été l'hôte de la COP 23, qui a été en Allemagne, qui a beaucoup abordé la manière de dialoguer entre les pays. Ils ont construit une forme de dialogue, ancrée dans la culture des habitants des îles du Pacifique, puis aussi la question de l'océan.
Et j'étais à l'université de Fidji avec des étudiants. Et c'était pour moi passionnant parce qu'ils expliquaient qu'eux transmettent leur histoire de leur société, elle est ancrée dans un paysage. Et donc la question qui se posait, c'est si la mer monte, si les récifs de coraux se transforment, comment ils transmettent leur histoire? Le deuxième exemple, c'était au Botswana, où on a été invité pour le rapport sur 1,5 degré par une chercheuse incroyable en fait, de l'université du Botswana. C'est un des endroits qui se réchauffe très fort, avec une baisse des précipitations très forte. J'étais invitée dans une communauté rurale, avec des qualités d'écoute formidables. Donc, l'ensemble des représentants du village étaient là, les sages, les femmes, les hommes, les agriculteurs, les autres métiers, les lycéennes, les enfants étaient présents. Chacun s'écoutait, écoutait l'autre. J'ai adoré, en fait, je trouve parfois en France, on a du mal à s'écouter avec cette qualité d'écoute. Et ce qui m'a frappé, c'était ce côté. Voilà, nous, on pense que l'éducation, c'est critique. Comprendre le climat qui change, pour notre communauté, ce sera important pour savoir comment agir. Une agriculture vivrière qui dépend de la pluviométrie, pas de stock d'eau. On a l'espoir que les plus jeunes de notre communauté, ils vont aller à l'école, ils vont aller au lycée, ils vont aller plus loin et ils vont nous apporter des solutions en fait. Ils vont améliorer notre façon de vivre qui est encore très pauvre en fait. Mais le lycée ne fonctionne que quand il y a de l'eau dans les réservoirs. Si la saison des pluies est plus courte, il y a plus d'eau dans les réservoirs. S'il y a plus d'eau dans les réservoirs, on ne peut pas aller au lycée parce qu'on ne peut pas boire pendant la journée. Et donc, parfois dans une communauté, un mois de possibilité d'aller au lycée en moins, on n'aura pas l'examen final, on ne pourra pas faire d'études supérieures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la réalité d'un climat qui change. Dans certains endroits, c'est comment la culture va se transmettre. Dans d'autres endroits, c'est comment ça va affecter même la possibilité d'émancipation par l'accès à l'éducation. Hier, j'étais à un événement ici qui était organisé au pavillon de la cryosphère par le Conseil circumpolaire inuit. Il y avait plusieurs représentants de plusieurs peuples du Grand Nord qui expliquaient aussi leur tradition, le rapport au glacier, le rapport à la neige, sur un certain nombre de rites en fait, qui sont structurants dans les communautés, et qui disaient en fait ça je veux le transmettre, et le mot qu'ils utilisaient c'était jusqu'à ce que je fonde. Je vais le transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, jusqu'à ce que je fonde. C'est l'identification aussi à la cryosphère. Voilà. Et donc ce que je voulais dire c'est, on est dans une société urbanisée, technologique, parfois un peu virtuelle, parfois déconnectée du monde naturel. Est-ce qu'on ne peut pas se construire, comment construire le lien, par exemple en France, d'être aussi des gens qui dépendent de la cryosphère, pour le tourisme, pour la beauté des paysages, pour l'approvisionnement en eau associé aux glaciers? Comment on ne peut pas se voir aussi comme un peuple qui dépend de l'océan? En fait, on a un littoral immense en métropole et dans les outre-mer. L'océan, on le traite un peu comme une grosse poubelle. Comment arriver à mieux comprendre la manière dont ce qu'on fait affecte l'océan et comment ce qui se passe dans l'océan nous affecte en retour sur le patrimoine, les lieux auxquels on tient, sur parfois certains modes de vie, la pêche ou autre. Voilà. Et donc, je vous ai donné quelques exemples de différentes régions du monde avec ce défi. C'est comment se reconnecter aussi au monde naturel dont on dépend, comment arriver à mieux le percevoir pour aussi avoir envie d'agir au-delà de son propre endroit où on vit. Valérie Masson-Delmotte, un immense merci. Vraiment, on est toujours très très content et très heureux d'avoir vous avoir ici et surtout vous expliquer tout avec énormément de pédagogie, d'humilité et de patience. Donc merci beaucoup pour ça et pour votre énergie. On a besoin de ça, on a besoin de personnes comme vous pour nous guider en partie. Ouais, je voulais juste terminer sur un point. L'information scientifique, c'est des connaissances scientifiques, des jeux de données, ce qui est observé, ce qu'on comprend, les projections. Mais il y a les besoins des gens. Quelle est l'information sur l'évolution du climat qui est importante pour vous, qui est utile pour vous, qui peut vous aider à agir? Et ça, cette co-construction, ce dialogue-là, je pense que c'est ça qui va façonner l'évolution de la recherche en sciences du climat et les rapports du GIEC par la suite. On a hâte. Merci beaucoup. Merci.